Bonsoir. C'est un aller-retour de la Terre à la Lune qui a tenu en haleine l'humanité il y a un demi-siècle. La fusée Apollo 11, avec à son bord 3 astronautes, avait décollé du centre spatial Kennedy en Floride pour un voyage risqué, mais qui allait marquer un tournant dans la conquête de l'espace. Après un trajet de 4 jours et 380 000 km, Neil Armstrong devient le premier humain à poser ses pieds sur la Lune. Un événement historique suivi par près de 600 millions de personnes dans le monde. Et depuis, l'exploration spatiale s'est considérablement développée avec de nouveaux objectifs, avec des milliers de satellites lancés pour des missions essentiellement scientifiques. On parle aujourd'hui du tourisme dans l'espace et même de forces spatiales, sans oublier l'Afrique où des programmes spatiaux prennent forme. On évoquera tout cela avec nos invités. Bienvenue sur VOA Afrique, Abdurrahman Dia avec vous pour ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Alors que le monde célèbre cette semaine le 50e anniversaire de la mission historique qui a vu un homme marcher sur la Lune pour la première fois, la Voix de l'Amérique revient sur cet événement à travers les témoignages des astronautes de la NASA eux-mêmes. Dans des interviews accordées à la Voix de l'Amérique, les hommes de l'ombre du programme Apollo s'expriment sur le voyage vers la Lune et sur d'autres missions. C'est un récit d'Arzuma Compaoré. Voice of America, New York. En 1957, j'étais un étudiant Fulbright en Norvège et j'étais sur le terrain pour recueillir des informations géologiques. La seule radio américaine que j'ai pu entendre était La Voix de l'Amérique qui émettait d'Alger. L'émission de Willis Conover, Jazz de A à Z, a été interrompue et ils ont annoncé que l'Union soviétique de l'époque avait lancé Sputnik 1, le premier satellite artificiel de la Terre. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je devais commencer à prêter attention à l'espace. Nous avons choisi d'aller sur la Lune au cours de cette décennie et de faire les autres choses, non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles. Lorsque le président Kennedy a annoncé que nous allions nous rendre sur la Lune avant la fin de la décennie, je ne pouvais vraiment pas y croire. Je me suis dit, c'est juste pour nous donner confiance, mais je ne pense pas que ce soit possible. Aucune nation qui aspire à être le leader des autres nations ne peut se permettre de rester en arrière dans cette course. Être exceptionnel, être numéro 1, être un leader. Accomplir moins que cela est inacceptable pour le peuple de ce pays. This is the voice of America's Apollo 11 News Center. It is burning, it's moving. The rocket is lifting off the pad. It's lifting beautifully into the sky. The next critical point in the lunar landing flight comes in about 2 hours from now. Ici base de la tranquillité, l'aigle a atterri. Je vais quitter le module maintenant. C'est un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour l'humanité. Le programme spatial a été un élément positif qui a inspiré les gens et leur a donné de l'espoir quant à ce que faisait ce pays. Quitter la planète Terre et aller de l'avant dans l'univers, je pense qu'il n'y a pas de contribution plus significative à l'histoire que celle apportée par Apollo. Nous retournerons sur la Lune. Mon ami Neil Armstrong a pensé que retourner sur la Lune était approprié et nécessaire avant une expédition sur Mars. Dire que je pensais que cela prendrait 50 ou 60 ans avant que les Américains ne retournent sur la Lune, je ne l'aurais pas du tout deviné. Cela me surprend que nous ne soyons pas encore allés sur Mars. Je suis martien. Je pense que Mars est la prochaine grande destination. J'attends avec impatience le 50e anniversaire, car c'est peut-être et ce devrait être une période de réaffirmation très cruciale de la voie que nous avons tracée. Voilà donc Apollo 11, 50 ans après. Et pour le débat, nous avons 3 invités. D'abord ici en studio, Claude Porcella. Bonsoir. Bonsoir Abdurrahman. Alors vous êtes ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique qui est devenu aujourd'hui VOA Afrique. Nous avons à Nairobi
le docteur Tidjane Ouattara, expert en sciences spatiales et coordinateur du programme GMS à l'Union africaine, et également au Cap, en Afrique du Sud, le docteur Marie Korsaga, qui est la première astrophysicienne d'Afrique de l'Ouest et du Burkina Faso également. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Alors, je commence avec vous, Monsieur Porcela. Vous étiez là durant ces moments historiques et en tant que jeune journaliste. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui? Écoutez, je me considère comme très privilégié d'avoir pu vivre cette aventure extraordinaire. On me demande souvent quel est le moment qui vous a le plus marqué. Il est évident que tout au long de cette mission, qui a duré une semaine, tout de même, il y a eu de grands moments. Il y a eu le lancement tout d'abord. Mais évidemment, ce dont on parle le plus et ce qui m'a peut-être le plus marqué, c'est le moment où finalement l'homme a pu réaliser ce vieux rêve qui n'existait que dans les livres de Jules Verne, de H.G. Wells ou d'Asimov, marcher sur la Lune, et aussi du dessinateur belge Hergé avec Tintin. Donc c'est le moment où Neil Armstrong a posé sur le pied sur la Lune et où il a prononcé sa petite phrase historique. C'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Et alors, le souvenir que je conserve de cet épisode, c'est la réaction des journalistes qui sont... Vous étiez sur place? J'étais sur place, j'étais au centre de contrôle de Houston, et nous étions dans une immense salle de presse. Il y avait à peu près 1 millier de journalistes venus de tous les coins du monde. Et bon, par profession, on est tenu à une certaine neutralité, à ne pas manifester ses sentiments. Mais lorsque Armstrong a finalement marché sur la Lune, il y a eu une extraordinaire explosion de joie, d'enthousiasme. Les journalistes se sont levés, ont applaudi, se serré la main. Et on a eu l'impression pendant un bref instant que les frontières nationales avaient disparu, que ce qui nous sépare normalement, nos idéologies différentes, avaient disparu et que nous faisions tous partie de la famille humaine. Et nous avons donc renoncé à notre objectivité, si je puis dire, ou à pour participer à cette joie collective. Je vois mon réalisateur qui a mis une photo de vous quand vous étiez sur place, justement. Est-ce que vous pouvez me parler un peu rapidement de cette photo? Eh bien oui, je ne peux pas la voir là sur l'écran. Ah oui, voilà. Oui, écoutez, j'avais 31 ans à l'époque et c'était mon premier grand reportage véritablement pour La Voix de l'Amérique. Et là, vous me voyez en train de décrire la fusée Saturne V qui avait une puissance extraordinaire. Quand elle a décollé au milieu d'un nuage de flammes, de fumée, le sol a tremblé et je me souviens, je ressens encore 50 ans plus tard les vibrations du sol. Et la fusée s'est finalement envolée vers l'espace en emmenant l'équipage et tout le monde criait, il y avait tous les invités criaient « Go baby, go ». Alors cette mission était le fruit de plusieurs autres qui l'ont précédée. Mais à partir de ce moment, est-ce qu'on peut dire que les États-Unis avaient gagné cette course vers l'espace face à son rival, l'ex-Union soviétique? Oui, et c'est d'ailleurs comme ça que le programme a démarré. Vous savez, le président Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, avait lancé ce défi à la NASA et aux États-Unis et aux ingénieurs et aux experts de l'espace. Il faut que nous puissions, à la fin de la décennie, et il s'adressait alors aux Américains, je crois en 1962, il faut que nous arrivions à faire marcher un homme sur la Lune et à le ramener sain et sauf. Et alors évidemment, quand il a prononcé ça, il ne faut pas oublier que les Soviétiques avaient doublé les Américains puisqu'ils avaient réussi à envoyer déjà eux-mêmes un engin dans l'espace. Donc il fallait absolument réparer cette sorte d'humiliation, cet affront. Et c'est comme ça que le programme a démarré. Et il y a un livre qui vient de sortir qui dit qu'après quelques années, Kennedy s'est désintéressé du programme, mais enfin, il a tout de même continué. Des raisons financières? Non, mais il y avait d'autres problèmes, donc et puis il s'est rendu compte que ça coûtait tout de même très cher. Et le directeur de
la NASA, à l'époque, lui avait demandé un budget plus grand et il avait dit « mais votre espace, j'en ai rien à faire ». D'accord. Alors, docteur Tidjane Ouattara, en dehors du prestige et du duel entre les deux superpuissances de l'époque, il y avait quand même un intérêt scientifique dans cette mission sur la Lune. En 1969, quels étaient les enjeux scientifiques justement pour l'espace? Merci beaucoup. Tout à fait. Les enjeux scientifiques étaient nombreux. D'abord, il fallait pouvoir arriver sur la Lune. Donc, au niveau de la propulsion, il fallait développer de nouvelles méthodes. Il fallait développer aussi des matériaux qui pouvaient résister. Il fallait aussi découvrir sur la Lune de quoi il s'agit. Il y a eu des prises d'échantillons quand même pour être analysés. Donc les enjeux étaient multiples au niveau scientifique et nous allons les voir beaucoup plus tard. Parce que grâce à cette réussite, il y a des progrès qui ont été réalisés, qui ont permis d'autres développements dans les 4 segments de l'espace. L'observation de la Terre, la télécommunication par satellite, le positionnement à la navigation, et puis l'astronomie et les sciences spatiales. Nous pourrons aller dans les détails si nécessaire. D'accord. Docteur Marie Korsaga, vous êtes très jeune, donc vous n'avez pas vécu en tout cas Apollo 11, mais vous avez dit que les matières invisibles de l'espace vous ont toujours fasciné. Qu'est-ce qui a été déterminant dans le choix de votre carrière en tant qu'astrophysicienne? J'ai suivi mes premiers cours d'astrophysique quand j'étais en licence. Et j'ai été fascinée par ce que j'avais appris pendant le cours parce que j'ai compris que notre connaissance de l'univers était encore jeune et évoluait avec le temps et que l'univers regorgeait aussi une quantité de matière invisible, à savoir la matière noire et l'énergie noire, donc qui reste encore à être élucidée. Et tout cela, ça m'a motivée à dire, je pense que je vais en connaître davantage sur ce côté mystérieux de l'univers. Donc, j'ai décidé de faire la recherche, de continuer dans la recherche et de faire une thèse en astrophysique où j'ai travaillé sur la distribution de la matière noire dans les galaxies. D'accord, très fascinant tout cela. Alors, Claude Porcella, disons un peu, hein, si on peut le dire ainsi, Apollo 11, on a parlé de l'atterrissage, on a beaucoup parlé de l'atterrissage qui était spectaculaire, mais on a très peu parlé du retour sur la Terre, sur Terre. Oui, ça a été un peu problématique parce que d'abord l'alunissage lui-même, il y avait eu une petite erreur de calcul et le LEM, le module lunaire, ne s'est pas posé exactement où il devait se poser parce que ce qui avait été prévu, le sol était trop rocheux pour que le véhicule se pose. Donc Neil Armstrong a dû improviser et il est arrivé à trouver une surface qui soit acceptable pour accepter le véhicule. Et donc ça a été le premier problème. Alors après, il y a eu la sortie, mais au moment de redécoller, parce qu'évidemment, il fallait s'assurer qu'il pouvait rejoindre le vaisseau de commandement, Columbia, où se trouvait Michael Collins, le pilote. Le seul qui n'est pas descendu. Oui, et donc il fallait absolument pouvoir repartir. Et le LEM avait 2 étages, un étage de descente et un étage de remontée. Et quand ils ont repris place, Buzz Aldrin, il ne faut pas l'oublier, c'était le deuxième astronaute à avoir marché sur la Lune. Lorsque Aldrin et Armstrong se sont retrouvés dans leur cabine, donc dans cette deuxième partie du LEM, n'est-ce pas, qui était celui de la remontée vers Columbia, ils ont eu un problème. Il y avait un bouton qui s'est cassé. Alors, et ce bouton était indispensable pour leur donner la propulsion nécessaire pour remonter vers Columbia. Et alors, Dieu merci, Buzz Aldrin avait un stylo à billes. Et c'est grâce à ce stylo à billes, avec sa pointe, il a enfoncé la place où se trouvait le bouton cassé. Et Dieu merci, ils ont pu repartir et rejoindre Columbia. D'accord. Alors, docteur Ouattara, aujourd'hui, beaucoup de choses essentielles dans la vie de tous les jours dépendent de ces satellites lancés, d'ailleurs, pour la plupart par des opérateurs privés aujourd'hui. Qu'est-ce qui a favorisé cette évolution depuis 1969 ?
D'abord, il faut dire que c'est la volonté politique. La volonté politique qui était caractérisée par l'exemple de Kennedy, donc la fierté nationale américaine, mais aussi, il faut dire qu'il y a des enjeux économiques et des enjeux géopolitiques. Les enjeux géopolitiques nous amènent directement au niveau de la sécurité. Donc cette guerre froide a permis le développement de plusieurs outils spatiaux pour la sauvegarde de la souveraineté, mais aussi pour la surveillance des différents territoires et des différents enjeux géostratégiques. Les enjeux économiques ont aussi poussé cela. Pourquoi? Vous avez la télécommunication. Aujourd'hui, nous nous parlons grâce, je vous dirais, aux sciences spatiales. Donc la télédiffusion, la radio, la télévision, les mobiles, le téléphonie mobile. Donc les enjeux économiques existent. Mais il y a aussi les enjeux sociaux, je dirais, culturels. Notamment les enjeux sociaux, c'est la maîtrise de notre cadre environnemental. Là où nous vivons, les gens sont préoccupés à savoir quelles sont, les zones sécuritaires en termes de santé. Aujourd'hui, les sciences spatiales sont très appliquées en épidémiologie, en santé publique, en télémédecine, mais également au niveau économique, comme je l'ai dit, la gestion, la maîtrise de nos ressources. D'accord. Alors, docteur Korsaga, depuis Apollo 11, aucun humain n'est retourné sur la Lune. Est-ce qu'il y a un intérêt, franchement, aujourd'hui à aller sur la Lune? Je pense que depuis Apollo 11, je pense que ça poursuit jusqu'à Apollo 17. C'est après ça qu'on n'a plus parlé de... On a mis fin aux missions Apollo, je pense. Donc, si je pense qu'il y a eu... Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui? Pardon? Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui à aller sur la Lune pour vous? Pour moi, je pense que oui, il y a toujours un intérêt à repartir sur la Lune. Parce qu'il y a des projets comme quoi il faut mettre une agence spatiale autour de la Lune, en orbite autour de la Lune. Et ça pourrait permettre aux astronautes de rester plus longtemps sur la Lune. Et donc, ça va permettre d'étudier la vie d'un astronaute en dehors de la planète Terre, dans un objet céleste comme la Lune. Et les résultats qu'on va avoir seront propices pour la conquête de Mars dans le futur. D'accord. Alors, nos téléspectateurs ont été nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Djimrangar Tiadoum Osana à N'Djamena, au Tchad, qui demande quelles ont été les conditions de vie de ces astronautes lors de ce voyage qui a duré 8 jours. Ce voyage n'a-t-il pas eu des conséquences sur la santé des astronautes? C'est une question à laquelle on pourra répondre plus tard. Ange Djour Kalej à Kolwezi en RDC, lui estime qu'en Afrique, on cherche d'abord à assouvir les besoins basiques, une question à laquelle également on pourra répondre. Et Principal Eli de Kinshasa nous dit: en 50 ans, il n'y a eu aucune autre mission lunaire alors que la technologie a évolué. C'est un montage, écrit-il. Voilà, donc beaucoup de réactions comme ça également sur notre page Facebook. Nos scientifiques pourront apporter des éclairages. On va essayer de revenir sur tout cela après une courte pause. Vous suivez donc Washington Forum sur la Voix de l'Amérique. Seconds, guidance internal, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence start, engines on, 5, 4, 3, 2, 1, all engines running, launch commit, liftoff, we have liftoff. The tower is clear. And we have a roll program. Roger.
Kennedy base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. With my toe. So-called kangaroo hop does work, but it seems your forward ability is not quite as good. Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington Forum donc qui revient pour parler maintenant de l'aspect africain, disons, de tout cela. Nous allons tout de suite au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, précisément à Saint-Louis, où notre envoyé spécial Isha a donc rencontré quelques personnes pour leur demander leur avis sur l'exploration spatiale ensuite. La science ne nous intéresse pas trop, c'est ça. On n'a pas beaucoup de scientifiques, beaucoup de spécialistes pour l'espace, qui s'intéressent sur l'espace. Mais est-ce que vous pensez que ça serait important pour le Sénégal d'investir dans ça ou pas? Mais ils n'ont pas les moyens d'investir, c'est ça le problème. Mais c'est important pour tous les pays d'investir sur l'espace. Il y a certaines choses, il faut avoir une limite. L'homme doit avoir une limite pour moi. On a découvert, on a allé dans la Lune, on a vu beaucoup de choses, mais ça c'est la planète de Dieu. Dieu il nous a laissés ici, nous sommes ici, nous sommes bien ici, nous respirons, nous faisons tout, mais on doit respecter la nature. Pour moi, c'est beaucoup important. Oui. Pour moi, vraiment, ils vont m'excuser, mais il y a certaines choses là, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Bon, si ça peut servir, tu vois, le monde, si c'est dans le but positif, pour aider, tu vois, pour faire développer le monde, tu vois, sortir les gens de la précarité, tu vois, trouver du travail, tu vois, découvrir de nouvelles choses importantes et sans conséquences pour l'humanité, je crois que c'est une très bonne chose. Et ça vous inspire l'idée de marcher sur la Lune? Ah mais j'aimerais bien un jour faire comme Lance Armstrong, hein, tu vois, aller dans la Lune, découvrir un peu. Tu vois ce que c'est là-dedans, parce que tu vois, c'est pas quelque chose de donné à tout le monde. Il n'y a que les riches qui font ça d'habitude, quoi. C'est l'ère en tout cas de la science et que la science n'a pas de limite. C'est l'ère d'aller explorer les planètes habitables pour pallier la pollution aujourd'hui que connaît la planète Terre. Mais aussi c'est l'ère des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et que les superpuissances aujourd'hui font la course au niveau des autres planètes pour montrer leur hégémonie, leur maîtrise de l'espace planétaire. Voilà, donc Isha Saras qui a donc rencontré quelques personnes à Saint-Louis au Sénégal. Je rappelle nos invités pour cette émission, Claude Porcella, ancien chef du service de la Voix de l'Amérique, le service francophone. Nous avons également le docteur Tidjane Ouattara à Nairobi, expert en sciences spatiales et coordinateur du programme GMS à l'Union africaine. Et au Cap, en Afrique du Sud, Marie Korsagar, première astrophysicienne d'Afrique de l'Ouest et du Burkina Faso. Alors, je commence avec vous, docteur Ouattara. Disons, on a déjà vu des avis assez partagés hein, sur ce qu'on a vu tout à l'heure avec ces personnes que notre correspondante a rencontrées au Sénégal. Quelles sont les perspectives pour l'Afrique? Les avis sont très partagés, il y a des sceptiques, d'autres sont très optimistes, quelqu'un veut même aller à la Lune. Quelles sont les perspectives pour notre continent? Je pense qu'il y a un devoir à faire, c'est un devoir d'information et d'éducation quant à ce qui concerne l'exploration spatiale. L'exploration spatiale a permis de faire le développement des sciences et technologies spatiales. Alors, j'ai entendu certains confrères africains parler de nos besoins primaires. Quels sont nos besoins primaires? Dans certaines contrées de l'Afrique, on a besoin d'eau. Donc, la disponibilité de l'eau. Savez-vous que les sciences spatiales permettent de réduire l'investissement dans la recherche des zones propices pour creuser des puits? Deuxièmement, dans certaines zones, les eaux sont polluées. Les sciences spatiales permettent d'analyser rapidement la qualité de l'eau sur une étendue plus vaste. Au niveau de l'agriculture, les sciences spatiales permettent de localiser les zones propices à certains types de cultures. Voyez-vous, les bancs de poissons
les sciences spatiales permettent facilement de localiser où se trouvent les poissons et même de surveiller nos côtes, l'environnement. Donc les applications sont diverses. Deuxièmement, la téléphonie. Aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup de cellulaires et le nombre continue à augmenter. Mais ces cellulaires-là, c'est grâce aux sciences spatiales que ça s'est développé. Et le prix, quand vous allez dans certains pays, on vous dira c'est élevé. Mais nous n'avons pas de satellites. Nous louons des satellites. C'est normal que le prix unitaire soit élevé. Donc, se mettre dans les sciences est une nécessité pour nous. Docteur, malheureusement, on est un peu bousculé par le temps. Je vais quand même vous demander, l'Union africaine qui veut créer une station spatiale, parlez-nous-en un peu. Il s'agit d'une agence spatiale africaine. Une agence spatiale plutôt. Voilà, qui a été créée statutairement et dont le pays qui doit abriter cette agence a été choisi, c'est l'Égypte. Et l'agence spatiale a deux enjeux politiques simples. C'est de mieux coordonner les activités spatiales en Afrique. Comme vous le savez, certains pays ont des agences spatiales en Afrique, telles que l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, etc. Deuxième point, c'est de créer un cadre réglementaire. Savez-vous que tout ce débat se passe sans l'Afrique sur les podiums internationaux? Il y a plus de 2000 satellites sur nos têtes, les enjeux légaux, les débris spatiaux, etc. Les partages de données, même entre les pays africains, ne sont pas aussi faciles. Donc, il faut créer un cadre réglementaire. D'accord. Au niveau de la stratégie, il faut créer une capacité africaine pour éviter cette dépendance qui, si nous ne prenons pas d'action maintenant, ne fera que s'accroître. D'accord, merci beaucoup, docteur Ouattara. Docteur Korsaga, pourquoi l'Afrique devrait-elle investir dans l'astrophysique et même les sciences, toutes les sciences liées à l'espace? Bon, comme docteur Ouattara l'a dit, ça va permettre de développer la télécommunication. Ça va aussi permettre de gérer les catastrophes naturelles, à savoir les inondations et la sécheresse. Donc, il y a pas mal de domaines que la science spatiale pourrait aider à améliorer. Et aussi, je pense que ça va aussi permettre à l'Afrique d'être plus unie, parce que travailler ensemble, collaborer pour envoyer une agence spatiale dans l'espace, ça va permettre aux Africains, aux chercheurs, les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs d'être unis, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, cela va consolider l'Union africaine. Oui, ça va consolider l'Union africaine et donner une Afrique beaucoup plus accélérer le développement de l'Afrique et rendre le continent beaucoup plus autonome, en fait. En 15 secondes, une agence spatiale africaine, c'est la solution. Mais absolument, pourquoi pas. Et j'aime le fait que votre invité souligne le côté unité, parce que c'était justement ce que j'avais ressenti au moment où Neil Armstrong avait posé le pied sur la Lune, ce sentiment de fraternité humaine. Et je pense qu'une agence africaine spatiale pourrait y contribuer. Voilà, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition de Washington Forum consacrée au 50e anniversaire de l'atterrissage d'Apollo 11 sur la Lune. Merci à nos invités, à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à toute l'équipe. Ici à Washington, c'était Abdourahmane Dia en votre compagnie. À la semaine prochaine.